Les services maritimes, ça date des années 30. C'est pas un produit qu'on livre, c'est un soutien continuel. Je dirais que l'opportunité s'est présentée en 2017 avec l'introduction de la loi sur les frais de service. On était rendu à plus de 60 000 dossiers, effectivement, puis on était à chercher des endroits additionnels parce que même la structure du bâtiment ne pouvait plus supporter le poids. La sécurité et sûreté maritime de Transport Canada est responsable de plusieurs choses, dont l'inspection des navires et la certification des gens de mer. C'est d'ailleurs en partie grâce à eux que le bateau qui transporte votre commande Amazon provenant du Pacifique ne coulera pas dans les eaux canadiennes et que le capitaine sait comment le manœuvrer. Mais jusqu'à récemment, ce travail signifiait souvent pour les employés de se noyer dans la paperasse. Des dizaines de milliers de dossiers, papiers, étaient empilés dans un immeuble. Les inspecteurs ont besoin de plus de 20 identifiants différents pour entrer les données de leur travail dans des systèmes désuets, des systèmes qui ne se parlaient pas parce qu'ils n'ont jamais été conçus pour le faire. Heureusement, nous sommes en train de régler ces problèmes. Lucie Bergeron est directrice de la modernisation des services et des données à la sécurité et sûreté maritime de Transport Canada. Et elle mène son équipe qui modernise avec succès des services au sein du gouvernement fédéral. Non pas en créant des portails flamboyants, mais en revenant aux bases avec une stratégie simple. Améliorer les processus internes, ensuite structurer les données, puis, et seulement à ce moment-là, bâtir le service numérique pour les utilisateurs externes. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, à Functional Government, nous allons découvrir comment. Bonjour Lucie. Bonjour Alistair. Pour les auditeurs qui ne pensent pas souvent aux bateaux et aux navires, qu'est-ce que la sécurité maritime de Transport Canada fait exactement? Alors, la sécurité et la sûreté maritime ont un mandat assez large au sein de Transport Canada. Essentiellement, notre rôle principal, nous sommes une organisation réglementaire. Alors, nous élaborons principalement et appliquons les lois et les règlements qui régissent le transport maritime. Mais d'un plan de vue plus opérationnel, ceci signifie qu'on fait l'enregistrement des bâtiments. Dans notre jargon, bâtiment, c'est un navire. Ensuite, nous avons une équipe sur le terrain qui fait l'inspection de ces bâtiments-là pour s'assurer qu'ils rencontrent les exigences réglementaires. On surveille la pollution aussi, s'assurer que nos eaux soient exemptes de déversement. Dans le cas d'incidents, le Transport Canada, côté sûreté et sécurité maritime, aussi surveille le cadre réglementaire lors d'incidents majeurs. Au côté sûreté, un autre élément, c'est qu'on approuve les plans de sécurité et de sûreté des ports, des installations maritimes. Alors, essentiellement, en gros, il y a tout le côté aussi, j'oubliais, la certification des gens de mer ou encore les marins. Alors, pour travailler sur les navires canadiens, ces gens-là doivent être assujettis à une certification. Donc, Transport Canada se trouve à contrôler cet aspect-là également. Et ça, c'est juste une partie de Transport Canada, non, le sécurité maritime. Que fait le ministère d'autre? Alors, oui, comme tu l'as mentionné, ce n'est qu'un des modes de transport qui se trouve à être régulé. Mais également, il y a l'aviation civile, il y a le transport ferroviaire, il y a le transport routier. On a également tout ce qui est subventions et contributions à certaines organisations qui fait partie du mandat de Transport Canada en vue d'assurer un transport maritime, le transport en général, là, que ce soit sûr et sécur pour tous les Canadiens. Et il semble être pas mal important. Qu'est-ce qui est en jeu si vos systèmes ne fonctionnent pas? Alors, ça, c'est justement mon travail principal. Évidemment, nous avons des plans de continuité en place pour prévenir de telles situations
Mais justement, il faut que nos systèmes prioritaires soient fonctionnels en cas d'incident majeur, au Canada. Alors, à travers ces plans de continuité-là, il y a des gens et des systèmes qui ont été identifiés comme étant prioritaires, qui doivent être soutenus en cas de force majeure. Et votre rôle au sein de la division de la sécurité maritime, c'est quoi? Alors moi, je suis responsable de la transformation numérique et de la mise en place de cadres au niveau de l'utilisation des données pour la sécurité et sûreté maritime. Alors, mon mandat est très précis à ce mode de transport. Alors, avec mon équipe, j'ai une équipe d'une vingtaine de personnes qui travaillent avec moi sur ce dossier. Différents services maritimes doivent être modernisés et transformés pour devenir, numériques. Et puis le focus en ce moment, c'est vraiment de mettre une stratégie en 3 phases où est-ce que, on focus dans un premier temps sur les processus d'affaires. Ensuite, on se trouve à extraire les données de nos nouvelles applications qui gèrent le travail. Avec cette analyse, de données-là, on est en mesure d'identifier où sont les accumulations encore des approbations non nécessaires et tout ça. Alors, Heu, nous, on se concentre sur l'aspect des en utilisant les données, on peut voir où sont ces fameux points de pression dans les processus, puis c'est ensuite là qu'on est en mesure de pouvoir passer à la phase, de numérisation, de trouver des solutions numériques pour soit automatiser ou encore, tout simplement avoir des outils pour nous permettre d'interagir avec le client à l'externe à travers des portails par exemple. Mais tant et aussi longtemps que les processus ne sont pas numérisés, on ne voit pas la pertinence de tout de suite aller vers le client dans des portails, là. C'est intéressant que la numérisation, ça vous démontre où sont les ralentissements, en fait. Dans mes recherches sur l'état des systèmes au Canada, j'ai parlé du nombre d'identifiants qui existent au gouvernement. Pour les citoyens, il y a 270 différents sites avec 60 identifiants qui sont réglés par 30 ministères. Un citoyen pourrait devoir accéder à plusieurs d'entre eux juste pour changer son adresse et garder la trace de multiples mots de passe. Mais on devrait peut-être avoir plus de sympathie pour les fonctionnaires de gouvernement. On m'a dit qu'un seul inspecteur maritime à Transport Canada pourrait avoir besoin de 20 différents identifiants pour faire son travail, chacun avec des copies différentes des mêmes données. Est-ce que c'est vrai? Oui, effectivement, nos inspecteurs, si on prend l'exemple précis des inspecteurs, étant donné qu'on a des systèmes qui ne se parlent pas en ce moment, chacun d'entre eux doivent communiquer avec chacun de ces systèmes-là pour avoir accès à l'information pour faire leur travail. C'est le défi de la modernisation, d'essayer de couper ces silos-là, de voir à une stratégie plus intégrée. Heu, Comme je l'ai mentionné, avec notre stratégie en 3 phases, ça nous permet justement de pouvoir identifier des composantes communes. On sait que chacun des services, souvent avec au fil des années, on a collecté les mêmes données parce que les systèmes ne se parlaient pas. Par exemple, l'inspecteur a besoin d'avoir de l'information sur, l'identifiant du navire, sur, il collecte de l'information sur les inspections, il émet des certificats. Mais que ça soit un service d'inspection, que ce soit un service, de certification des assurances, un service d'enregistrement des navires, il reste qu'on a toujours de besoin de l'identifiant du navire, du propriétaire et tout ça. Mais tout ça maintenant, à cause de l'évolution, c'est répété dans chacun des systèmes, et ça ne se communique pas. Mais là est l'opportunité de revoir tout ça et peut-être d'essayer d'avoir des sources de vérité qui sont uniques, sur lesquelles on peut se fier, et éliminer la duplication au sein de chacun des systèmes. Ben là, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on se plaint beaucoup du côté citoyen, mais les fonctionnaires de gouvernement doivent utiliser leur système à chaque jour, pas comme à l'année de taxes là, ou au déménagement. Comment est-ce qu'on est arrivé là avec tellement de différents identifiants pour une seule fonctionnaire? Ben, comme vous en aviez fait, mention dans un précédent podcast, là, vous faisiez référence, au passeport.
Mais les services maritimes, ça date des années 30 là. Le ministère a été créé en 1936. Alors, c'est sûr que dans ce temps-là, il y en avait pas d'ordinateur et puis il fallait faire l'enregistrement des navires et puis on faisait des inspections et tout ça. Alors, au fil de l'évolution de la et puis de la mise en œuvre de la technologie au fil des ans, ben, je pense que les services publics se sont adaptés et ont adopté ces nouvelles façons de travailler-là. Ce qui fait que chaque service à l'époque, bon, ben, on a eu dans les années 70, 80, on avait nos ordinateurs indépendants. Alors, le programme a commencé à utiliser ces nouvelles technologies-là pour faire la gestion du service. Et puis, je pense qu'au fil du temps, chaque service a voulu avoir son outil moderne, qui était son ordinateur à l'époque, pour gérer le programme. Ce qui fait qu'au fil du temps, ben, on a, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, on finissait par tout collecter les mêmes informations en silo pour chacun de nos services, pour chacun de nos besoins dans nos programmes. Il faut que le navire soit enregistré avant de pouvoir inspecter. Alors, si j'ai pas accès à la base de données d'enregistrement, ben, je dois avoir mon identifiant pour l'enregistrement, mon identifiant pour mon système d'inspection, mon identifiant pour émettre mon certificat, etc., parce que ça avait été bâti de façon indépendante à l'époque. Alors, c'est le défi dans lequel on est. Maintenant, il faut revoir l'architecture informatique pour permettre une meilleure interopérabilité de tous ces systèmes-là, afin qu'ils communiquent entre eux, puis avoir des sources de données qui sont fiables. Donc, il y a 30, 40 ans, ça avait du bon sens d'acheter un système clé en main parce que tu voulais que ça fonctionne. Alors, chaque service, chaque programme avait son budget, il achetait son système clé en main. Personne ne s'attendait à que les citoyens accèdent directement leurs données, ni à ce que les employés aient besoin d'un seul jeu de données ou de travailler à travers plusieurs systèmes. Quand est-ce que vous avez commencé à réaliser que cette approche était devenue un problème? Je dirais que l'opportunité s'est présentée en 2017, avec l'introduction de la loi sur les frais de service. Alors, à ce moment-là, Transport Canada, avait à son, agenda du moins introduire des frais ou encore de mettre à jour ces frais de service pour 12 services de la sûreté et sécurité maritime. Au fil des consultations, à ce moment-là, on a réalisé que, un des commentaires qui revenait souvent de la part de l'industrie, c'est qu'on n'avait pas nécessairement d'objection de, augmenter les frais ou mettre en place des frais, parce que ceci étant dit, ils sont désuets depuis plusieurs années. Alors c'est assez, faible comme tarif, qui est chargé à l'industrie pour le moment. Donc il y avait pas nécessairement d'objection à cet effet-là. Cependant, ce qu'il nous disait, c'est que si vous augmentez les frais, en retour, on s'attend à avoir des meilleurs services, puis on aimerait avoir des services qui sont numérisés. Alors on s'est dit: «Ah, voici une deuxième opportunité». Donc on a fait des demandes pour, aller chercher du financement afin de pouvoir commencer la transformation numérique des services maritimes. Ce qui fait qu'en 2019, on a réussi à aller chercher du financement pour la modernisation de l'enregistrement des navires ainsi que, la certification des marins. Alors, lorsqu'on a commencé à faire le travail, encore une fois, on a réalisé, OK, on a respecté la phase, notre stratégie de 3 phases. On a commencé à réviser les processus, d'affaires et puis là, on s'est rendu compte que dans les 2 cas, on avait besoin d'un outil pour gérer la charge de travail. Toutes les demandes de certification que nous recevons ou encore des demandes d'enregistrement de navires que nous recevons devaient être gérées à travers d'un outil numérique pour les employés. Alors là, on avait 2 équipes en place qui s'apprêtaient à développer le même outil. J'ai dit: «Ah non, non, ça n'a pas de bon sens ça là. Il faut faire un outil qui gère la charge de travail, peu importe le type de demande que nous recevons. L'outil devra être développé d'une façon assez flexible pour pouvoir gérer toutes sortes de demandes». Alors, on s'est dit, une équipe va se concentrer sur le développement d'outils de gestion de charge de travail. Et la deuxième équipe, un autre élément, c'est qu'on reçoit beaucoup de documentation de la part de l'industrie. Ils doivent fournir des certificats, des preuves, des plans de navire et tout ça.
Alors, un 2e outil qui était critique, c'était un outil numérique qui gère les documents qu'on reçoit. La deuxième équipe a développé cet outil-là. Alors, chacun de leur côté sont partis et ont développé une composante commune sur cette fonctionnalité-là. Et puis 2 ans plus tard, ils ont interchangé. Alors, ils ont adapté l'outil pour les marins et puis l'autre équipe a adopté l'outil de gestion des documents pour l'enregistrement. Ce qui fait que de cette façon-là, on a réussi aussi à accélérer la transformation numérique au sein de Transport Canada et des services maritimes parce que ces composantes qu'on a développées sont réutilisables pour des services qui ont des fonctions similaires. Je sais que d'autre part, dans le gouvernement, on a des outils réutilisables comme GC Forms pour les formulaires ou GC Notify pour envoyer les notifications, mais il semble que la loi sur les frais de service de 2017 dont vous avez parlé dit que chacun des frais qui accumule avec un service ou un permis, etc., doit être affiché publiquement avec les normes de service qui disent essentiellement, si vous nous payez pour le service, nous ferons ceci dans un certain nombre de jours. Ce qui est important pour notre discussion ici, c'est que le ministre doit aussi rendre compte de la fréquence à laquelle il a été ou raté ces normes et payer quand ils les ratent. Et la plupart des ministères sont financés par des impôts. Fait que pour eux autres, c'est pas vraiment leur problème parce que il n'y a pas un lien direct entre le frais et le service qui a été livré. Donc, il n'y a pas de lien entre ce que le citoyen vit et le budget du ministère, mais pour Transport Canada particulièrement, pour d'autres départements aussi comme Passeport, mais pour Transport Canada, cette boucle de rétroaction n'est pas brisée. Parce que si vous chargez des frais, vous devez suivre les délais de traitement pour mesurer leur performance, suivre les coûts pour justifier les frais et en fait émettre des remboursements qui rend l'échec coûteux dans votre cas. Alors, vous avez comme un appui pour livrer ce que vous avez promis. En tant que ministère qui perçoit des frais auprès des citoyens, vous devez rendre davantage de comptes sur ce que vos services font réellement. Alors, parlez-moi un peu de ce que vous avez livré au gouvernement pour faire votre comptable à la fin de la période. OK, alors c'est toujours régi selon la loi sur les frais de service qui a été mise en place en 2017. Alors, Transport Canada, pour tous les services avec frais, nous avons l'obligation de produire un rapport qui est déposé au Parlement annuellement, qui rend compte sur les revenus générés pour chacun des services avec frais, le coût associé à la livraison du service et puis effectivement notre performance, vis-à-vis, l'atteinte de nos normes, établies de service. Alors, c'est-à-dire si, le ministère a dû remettre certaines portions des revenus à l'industrie dans le cas où est-ce qu'on n'a pas rencontré la norme de service. Alors tout ça, c'est comptabilisé, à l'aide d'un système qui a été mis en place. Alors c'est aussi une composante commune qui se trouve à faire, le calcul, de façon automatisée de tout, du coût du programme ainsi que des revenus générés pour nous permettre de démontrer qu'effectivement, on est un service public. Il ne peut pas avoir de profit qui est fait avec, des frais qui sont chargés. Alors l'idée, c'est de vraiment de recouvrir le coût du service qui est offert par le gouvernement. Puis c'est basé sur le principe de l'utilisateur payant. Alors c'est dans le fond pour alléger le fardeau fiscal des Canadiens, qui n'utilisent pas ces services, n'ont pas à payer n'ont pas à débourser de leur poche pour la livraison de ces services-là. Alors c'est un peu le principe qui est en arrière du, recouvrement de coûts de nos services, c'est de viser l'utilisateur payeur de ces services-là essentiellement pour alléger le fardeau fiscal des Canadiens. Alors, quand le gouvernement a fait son loi sur les frais de service en 2017, ils n'ont pas livré un logiciel en commun pour dire voici le code que vous devez suivre. C'était à chaque département d'en construire leur propre logiciel, leur propre processus pour surveiller et recouvrir les frais s'il y en a, c'est ça? C'est exact, ouais. Ici, Transport Canada a pris l'initiative de développer un outil de gestion, des frais et pour nous permettre d'en faire une reddition de compte de façon automatisée et rencontrer l'exigence de la loi.
Ça a été une initiative faite par Transport Canada. Alors, chaque service avec frais au sein de Transport a la chance de pouvoir bénéficier d'un outil, qui a été bâti par le ministère pour, faire ce travail administratif-là qui est exigé par le gouvernement. Alors, je considère qu'on est un ministère qui est choyé à cet effet-là. Probablement que dans les autres ministères, ils ont également développé des outils semblables. Maintenant, ça, c'est à vérifier. Mais oui, on peut voir qu'il y a peut-être une petite lacune, là. C'est ça. C'est un sujet pour un autre Ouais. épisode, mais ça me fait penser si dans le futur, quand le gouvernement passe des lois, il va aussi lancer des logiciels qui vont avec la loi, qui vont l'accompagner, le loi et le code en même temps, mais c'est un sujet qu'on peut explorer plus tard. Non, effectivement, si je peux me permettre une parenthèse là-dessus, Alistair, effectivement, souvent quand on met en place des lois ou des règlements ou encore des mémoires au cabinet, on oublie souvent l'aspect mise en œuvre qui passe par des systèmes ou encore la numérisation. Alors, ça, c'est une chose, qu'on essaie de porter attention à chaque fois qu'on a une opportunité où il y a un mécanisme, heu, en place. Moi, je lève la main, là, puis je dis: «Assurez-vous d'avoir dans la portion mise en œuvre des sous prévus pour nos systèmes et la mise en œuvre de la numérisation des services». Sinon, on passe des lois qui ne sont pas implémentables, en fait. C'est un vrai problème dans l'ère numérique. Alors, Ouais. j'imagine que les services numériques, non seulement qu'on peut les surveiller et vérifier si on a livré des choses, mais que les services numériques sont aussi plus efficaces. On a parlé des dossiers empilés dans un édifice dans mon introduction. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'expérience de l'édifice plein de, je pense, que c'était 60 000 dossiers? Oui, non, effectivement, ça, c'est le programme, de certification des gens de mer ou des marins. Lorsqu'on a commencé l'initiative, ça c'est en 2019, évidemment, comme j'ai mentionné en introduction, le ministère existe depuis 1936. Ça fait longtemps qu'on certifie des marins et puis tout ça, il y a un service entre autres médical, pour pouvoir travailler sur les navires. Le prérequis pour nos, gens de mer, c'est d'avoir un état de santé qui est, irréprochable parce que tu peux passer, 4 à 6 mois en mer, là, sur un navire. Alors, l'état de santé est important. Il faut que ça soit des gens en bonne santé. Ce qui fait qu'on a des dossiers médicaux sur un de nos planchers qui était devenu tellement volumineux avec les années parce qu'on doit conserver ces dossiers-là aussi pour certaines périodes de temps, qui est quand même assez prolongée, faisait en sorte que on n'avait plus d'espace sur le plancher. On était rendu à plus de 60 000 dossiers, effectivement, puis on était à chercher des endroits additionnels parce que même la structure du bâtiment ne pouvait plus supporter le poids, d'autant de dossiers. Ce qui fait que la numérisation et puis le financement dont je parlais tout à l'heure est arrivé vraiment en temps opportun. Parce qu'une des premières étapes, étant donné qu'on a décidé, nous, notre phase, encore une fois, en 3 approches, de commencer par la numérisation des processus internes, ben, ça a été aussi de prendre en charge la numérisation de chacun de ces dossiers-là. Puis ça a pris près de 2 ans à faire, et compte tenu du volume. Parce que si on veut que les médecins en charge de faire l'analyse ou encore l'évaluation médicale de nos marins, ils doivent avoir accès aux dossiers numériques. Alors, c'était une question de faire des vérifications papier. Alors, ça nous a permis de libérer petit à petit ces fameuses salles qui comportaient là, des tonnes et des tonnes de dossiers pour maintenant en faire des nouveaux espaces à bureau. Alors, c'est une bonne transition parce que quand vous avez rentré dans l'édifice et vous avez vu les piles de papier empilées partout. En fait, Mhm. c'est un processus de façon physique parce que vous avez comme une pile qui dit les nouvelles rapports ou les renseignements ou Ouais. n'importe quoi. Comme quelqu'un qui regarde les processus, qui veut comprendre comment le système fonctionne avant de le changer, quelle était votre expérience en rentrant dans cet édifice et voir le processus fait de papier physique partout dans la salle?
Ouais, disons que ça a été un choc au début, mais c'était vrai puis en plus, on est en 2019-2020 là, c'était pas si loin que ça. Mais effectivement, je suis entrée dans la salle et puis, on avait des piles et des piles de dossiers avec des étiquettes disant que ceci, c'est la pile qui venait juste d'arriver, donc avec une date. Ensuite, on avait la pile qui avait été revue, la pile incomplète, la pile à retourner, au médecin, la pile à approuver, la pile à signer. Fait que finalement, le processus avait été mappé ou encore élaboré de façon analogue ou encore papier. Alors, on fait affaire avec des concepteurs et des chercheurs UX dans nos équipes. Alors, on a repris étape par étape le processus à lequel les employés utilisaient pour pouvoir faire la certification médicale. Et puis tranquillement, on s'est questionné, aussi sur la pertinence de chacune des étapes du service. Où est-ce qu'il y avait des duplications? Est-ce qu'il y avait des niveaux d'approbation non nécessaires? Alors, tout ça a été revu afin de simplifier dans un premier temps le processus avant de le numériser. Étape quand même assez importante. Alors, une fois que ça a été fait, bon, c'est là qu'on a introduit l'outil de gestion de charge de travail et chacune de ces étapes-là fait maintenant partie de l'outil où est-ce qu'on peut voir un statut qui dit à quelle étape où est rendue la révision du dossier jusqu'à l'émission du certificat par le ministre pour permettre aux marins de travailler sur un navire. J'adore l'image de Lucie qui rentre dans l'édifice et qui voit partout le schema des bases de données, les processus. Tu es comme dans le base de données, en fait, Oui. analogue. Ça doit être assez singulaire. Bon, alors, quand vous voulez corriger quelque chose, est-ce que vous commencez par le processus que vous voyez, les données qui sont dans les fichiers, la conception des services, les gens, la loi, où commencez-vous? Nous, on a décidé de commencer par la révision des processus. Alors, en partant, on attaque la révision, la simplification et on voit si on peut automatiser, simplifier les processus internes existants pour essayer d'aller chercher des efficiences dans nos façons de travailler. Évidemment, comme j'ai expliqué, l'outil de gestion de charge de travail, c'est le premier outil qu'on se trouve à intégrer dans les façons de travailler des employés. Alors, évidemment, je pars du côté des programmes. Moi, je représente vraiment le côté programme qui aide l'équipe de technologie à identifier les besoins de l'organisation du programme qui doit être numérisé. Alors, c'est moi qui, avec mon équipe, qui se trouve à prioriser chacune des fonctionnalités, par exemple, qu'on aurait besoin pour faire notre travail, ce qui fait qu'on est à la table avec l'équipe IT de gestion du développement des solutions. Ce qui n'était pas le cas là, peut-être 5, 6 ans passés. Nous, lorsque mon équipe a été mise en place, on a développé une approche où est-ce qu'on a l'opportunité maintenant d'être assis à la table de développement des solutions pour bien exprimer nos besoins, bien expliquer la façon dont fonctionne le programme pour permettre à l'équipe IT de développer une solution qui répond à nos besoins. Alors, puis ça, on a vu une grande différence dans le succès de la mise en œuvre de notre transformation numérique au fil des ans. Alors, vous commencez avec le processus, là, les données, enfin l'implantation numérique, mais vous avez comme la recherche à faire dans le processus, comment ça fonctionne. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça dans le mauvais ordre? Ben, du moins, il y a est-ce qu'il y a vraiment un mauvais ordre? Ça, je pense que ça dépend de la nature du problème qu'on rencontre. Alors, notre priorité était de s'assurer que les employés puissent travailler dans un environnement numérique. J'aurais pu commencer par, du moins développer un portail et permettre à l'industrie de soumettre toute sa documentation via le portail avec un identifiant et tout ça, mais en retour, moi, lorsque je reçois la documentation, il aurait fallu que je continue avec ma pile de papier. Bon, ma pile, vient d'être reçue, en analyse, documents manquants et tout ça. Il a fallu que j'imprime, que je classe, que j'envoie ça au service des finances pour paiement. Alors, ça faisait pas de sens.
Fait qu'on est conscient qu'en ce moment, l'industrie est peut-être pas servie à 100% dans un environnement numérique. Cependant, on a beaucoup amélioré notre taux de réponse. Comme récemment, en ayant numérisé les services d'enregistrement des navires, un processus pour un nouveau navire qui prenait 4-5 mois prend maintenant 7-8 jours. Alors, on a des avancées en termes de temps de réponse qui sont significatifs en ayant pris la décision de prioriser la numérisation des services internes. Alors, en bout de ligne, le client, l'industrie est heureuse de voir. Je pense qu'on a amélioré le service au client. Maintenant, ça ne te prend plus 5 mois avant d'avoir ton certificat. Ça te prend à peu près 7 à 10 jours. Wow. Même si on n'a pas de portail, il reste que le service a été nettement amélioré. Alors, on est un peu abstrait. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret, par exemple, l'immatriculation des navires et comment vous l'avez transformé avec cette approche? Et on est rentré, du moins avec l'équipe, une équipe interdisciplinaire. Ça, c'est très important. Lorsqu'on commence une initiative, on s'assure d'avoir à la table un concepteur et un chercheur UX pour bien nous aider à faire l'élaboration des processus dans le temps actuel et puis en arriver avec des processus simplifiés qu'on peut numériser, automatiser, puis cette personne-là aussi fait les schémas, les conceptions de l'outil qui est transmis à l'équipe de IT. Très important aussi à la table, les gestionnaires de changement. Puis essentiellement, je l'ai peut-être oublié dans le début, dans mon introduction, quand tu m'as demandé c'est quoi ton rôle. Ben, une, je dirais qu'un des principaux rôles que j'ai, c'est la gestion du changement. Sauf que là, dans ce cas ici, nos gestionnaires du changement sont assis à la table de développement et sont en mesure au fur et à mesure qu'on fait l'évolution, qu'on transforme, ben ils sont là pour communiquer le changement aux employés et à la haute gestion, expliquer pourquoi on fait ce changement-là, expliquer pourquoi on a éliminé certaines étapes dans le processus. Rentrer en contact avec le client pour essayer aussi de les accompagner dans le testing, parce qu'eux autres, dans le cas là, je saute à un autre exemple, au niveau des services aux marins avec les médecins qui devaient utiliser les nouveaux outils, ben on a des médecins qui ont travaillé, c'est pas tous des milléniums, là, très à l'affût de la technologie, ce qui fait que certains nous demandaient, ils savaient même pas c'était quoi un browser sur un ordinateur. Wow. Et alors, le gestionnaire de changement est là, assis avec eux pour les aider à naviguer à ces nouveaux outils-là. On a eu toutes sortes de questions parce qu'on a, nous, on a des gens, des clients qui ont 70 ans passés ou 80 même pour ça. Et en fait, c'est ça, le gouvernement, il ne peut pas choisir ses clients, là. On ne choisit pas nos clients, on sert le public. Alors, en général, fait que ça, c'est juste un exemple qu'on a eu à un moment donné qui nous a fait réaliser l'importance d'avoir le gestionnaire de changement à la table pour accompagner autant l'employé qui doit utiliser les nouveaux outils, mais aussi le client en bout de ligne. Dans ce cas ici, c'était les médecins heu, qui avait une certaine limitation au niveau là, de la littératie numérique. Comme je vous ai expliqué l'histoire du browser, sans vouloir les dénigrer dans leur Non, non, mais capacité. c'est la vérité, Mais c'est mais c'est une l'accessibilité, vérité, c'est ça. c'est des faits, c'est en plein ça. Mais fait qu'aussi, banal que ça puisse être, il faut accompagner les gens parce qu'au cœur du changement, il y a l'humain. Et puis si l'humain n'est pas accompagné, puis il comprend pas pourquoi est-ce qu'on fait ces changements-là, il va résister au changement. Alors nous, c'est pour ça qu'on a décidé de les avoir à la table pour, aider à les outiller. Ces gens-là font des sites SharePoint, par exemple, où est-ce que tous les documents de procédure sur l'utilisation des nouveaux outils sont bien détaillés. Il y a des présentations qui sont faites aussi pour rencontrer les gens, pour leur expliquer les changements. C'est vraiment une valeur ajoutée, au sein de nos équipes IT pour pouvoir voir le bout, là, du tunnel de transformation puis aller chercher du succès. Parce que sans gestion de changement, ça s'est démontré, il y a près de 70% des initiatives qui ne réussissent pas.
Qu'est-ce qu'un inspecteur maritime, un propriétaire de bateau ou un marin peut faire aujourd'hui qu'il ne pouvait pas faire il y a 5 ans? Ben, entre autres, tous leurs certificats maintenant sont, au niveau des, propriétaires de bateaux, là. Ils reçoivent des certificats numériques. Alors, les certificats d'assurance, une bonne partie des certificats d'inspection, les certificats d'enregistrement sont émis de façon numérique. Il y a également des pages, des sites web où est-ce qu'ils ont accès pour faire la validation de ces certificats-là. Alors, exemple, je suis un capitaine d'un bateau et puis je dois vérifier si je rentre dans un port à l'étranger, mais je vais m'assurer que mes documents sont actifs et bien valides. Ben, ils ont accès à un genre de portail où est-ce qu'ils peuvent aller vérifier si le certificat d'enregistrement est encore bien actif, valide. Ça, c'est maintenant disponible. On a fait beaucoup d'avancées aussi au niveau, tout le volet, des embarcations récréatives. Alors, tout le secteur plaisancier au Canada, ça, c'est un autre volet qu'on a. Maintenant, les gens, vous savez que c'est obligatoire d'avoir un cours. Si vous avez une embarcation avec un moteur de plus de 10 chevaux, vous devez avoir une carte de compétences comme conducteur. Et puis, souvent, cette carte-là est valide à vie. Alors, on avait beaucoup d'appels qui demandaient: «C'était qui mon prestataire de cours? J'ai perdu ma carte, je veux la remplacer, mais je sais pas où c'est où». Alors, à ce moment-là, on a créé un outil, puis ça, c'est avec les données. Maintenant qu'on a été capable de prendre tous nos données, puis les centraliser dans un lac de données, on a été à mesure de bâtir un outil qui permet au public canadien, aux plaisanciers, d'aller faire la recherche en ligne de qui est leur prestataire de cours et puis en faire une demande en ligne de remplacement de leur carte. S'ils l'ont perdue, égarée ou ils aimeraient avoir plus qu'une copie parce qu'ils ont plusieurs embarcations, et cetera. Alors ça, c'est un nouveau service qu'on a aussi. Ça semble tellement simple, mais si tu regardes la quantité de temps qui est gaspillé en cherchant le document, tout ça, C'est énorme. Alors, parlons un peu de mesurement. Votre travail vous a permis d'obtenir des données parce que c'est numérique, fait que vous avez tous les analytiques qui vous aident à conformer, en fait, avec la loi sur les frais de service et faire rapport Mmh. aux parties de gouvernement qui collectent et qui rapportent sur les frais de service. Est-ce que le fait de voir ces données de service a aidé votre ministère à comprendre quoi moderniser ensuite? Ben, je dirais que, comme je vous dis, l'exercice est quand même fastidieux, hein. On a fait dans les dernières années l'extraction de toutes les données que nous avons dans nos anciens systèmes là, qui ne se parlent pas, en plus des nouveaux outils qu'on développe. La deuxième étape de notre stratégie, c'est d'extraire ces données-là, de les amener dans un espace centralisé qu'on appelle un lac de données. Et puis, à la lumière du lac de données, on est en mesure de voir aussi où sont les duplications. Il y a oui, il y a des doublons de données, il y a beaucoup de données aussi qui sont erronées. Il y a des champs qui sont inutilisés. Alors ça occupe de l'espace sur nos serveurs, puis un coût relié à ça. Alors effectivement, en faisant des analyses un petit peu plus approfondies, au sein de mon équipe, j'ai, quelques personnes qui sont spécialisées en analyse, de données, ce qu'on appelle des data scientists en anglais, qui me font des analyses justement pour mieux comprendre la complexité de nos systèmes. Entre autres, récemment, ils ont bâti un outil qui nous permet de voir, exemple, un navire, avec une matriculation, mais on voit son numéro d'identifiant qui est répété dans 15 systèmes différents. Alors, juste le fait de pouvoir faire ce genre d'analyse-là me permet de penser au type d'architecture dont je vais avoir de besoin si je veux couper les silos d'un système à l'autre et encore avoir une composante commune qui me permettra de centraliser les données sur les profils des navires à un endroit qui devient ma source légitime, ma source sûre que je vais utiliser à la place de les avoir répartis dans 15 ou 14 systèmes. Alors ça l'informe ma modernisation. Ça l'informe également les lignes d'affaires qui sont peut-être en plus grand besoin d'amour que d'autres. Alors, si je vois
À travers les analyses que je peux faire maintenant sur, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'outil de la charge de travail, je peux voir où sont, les points de contingence, les goulots d'étranglement dans le processus d'affaires. Ben ça me permet de focuser, de faire un zoom sur ces parties-là du processus, à me questionner, à essayer de creuser davantage pour comprendre c'est quoi qui fait que ça bloque. Pourquoi est-ce que j'ai 1 500 demandes en attente dans cette étape-là? Qui fait qu'auparavant puis que les autres étapes sont plus fluides. Donc l'accès aux données me donne des pistes de solutions, me permet aussi de me pencher sur les enjeux que je rencontre dans la livraison du service et peut-être de réassigner les ressources aux bons endroits ou encore d'essayer de trouver des solutions pour régler ces boulots d'étranglement. En fait, c'est une des choses de la modernisation. Souvent, on a l'idée qu'on a comme un budget pour faire la modernisation, puis c'est fini. Mais la réalité, c'est le soutien constant que l'amélioration d'une partie d'un processus, ça vous démontre où le prochain ralentissement se trouve. Et en fait, c'est important de comprendre que bon, la modernisation, c'est pas comme un produit qu'on livre, c'est un soutien continuel qui démontre où travailler prochainement. Absolument, il faut c'est de l'amélioration continue. Vous êtes pas mal en avance sur les exigences de base en matière de reddition de comptes auxquelles un ministère doit conformer en vertu de la loi sur les frais. Est-ce que vous savez où est-ce que vous êtes comparé à d'autres départements de Transport Canada ou d'autres ministères à ce moment-là? Malheureusement, je pourrais pas me prononcer. Heu, je sais que, chacun des services qui passent à travers la modernisation des frais bénéficie des outils qui a été développé par Transport Canada, donc on est choyé pour ça. Malheureusement, je pourrais pas me prononcer pour les autres ministères, là. Ça ne fait pas partie de mes fonctions, mais je sais que le ministère, cependant, partage le travail qui a été fait, au sein de Transport Canada avec les autres ministères qui entament, des exercices de modernisation de frais. Alors évidemment, dans le principe de ne pas réinventer la roue, si on peut mettre à la disposition des autres, le bon travail qui a été fait. Alors, je pense que c'est des bonnes pratiques, à encourager. Oui, il semble que identifier les places où le partage des services, fonctions communs, ça se ferait davantage. Surmonter la résistance, c'est toujours le travail organisationnel de la transformation numérique, comme vous l'avez dit, des agents de change. Qu'est-ce que ça a pris pour convaincre les gens dans vos départements, dans vos travail? Est-ce qu'il y a eu de la résistance? Est-ce que les leaders de Transport Canada qui sont à l'aise avec le numérique ont aidé? Et quel rôle ont joué votre équipe dans les cadres précédents? Alors, je dirais que j'ai été très choyée, encore une fois, en 2017, quand j'ai commencé cette aventure-là avec la modernisation des frais, j'étais seule et puis j'ai réussi à convaincre la gestion, heu, inclure une équipe de gestion de gestionnaires de changement et puis ce qu'on appelle les product owners, les détenteurs de produits, là, qui sont, finalement la liaison entre le programme et l'équipe de IT, que ça soit maintenant inclus dans le financement des initiatives numériques. Alors auparavant, ces rôles-là n'étaient pas inclus. Donc ça nous a permis étant donné qu'on avait été, on a eu du succès à avoir du financement, on a fait rajouter ces rôles-là, ce qui a permis de bâtir l'équipe puis de s'assurer d'être à la table avec les équipes de IT. C'est sûr que c'était un modèle qui était complètement différent parce qu'on travaille de façon agile aussi en même temps. Alors, en ayant ces gens-là autour de la table qui identifiaient les besoins en fonction des résultats qu'on souhaitait atteindre ou encore des problèmes qu'on essayait de régler, ben, on a commencé à les prioriser un à un, ces enjeux-là. Et puis, on a démontré à la gestion petit à petit, en ayant des résultats que, OK, c'est possible, là. OK, on n'a peut-être pas bouilli l'océan d'un coup, là. On est capable d'avoir des avancées progressivement et puis, étape par étape, on va finir par avoir un processus au complet qui va être numérisé. Mais tout ça demande du temps.
du support de la haute gestion qui croit en l'approche, qui a soutenu la stratégie et puis qui continue d'année en année à avoir confiance basée sur nos résultats concrets. Puis on le voit, là, on a vraiment des outils qui fonctionnent, qui sont réutilisables. Et puis de plus on avance, peut-être que ça a été plus long lorsqu'on les a bâtis au début, mais maintenant qu'on fait juste les réutiliser pour les autres services, ben on économise du temps sur le long terme dans notre approche de transformation numérique. Puis ça, je pense que ça plaît à la haute gestion parce qu'il y a des économies d'échelle qui se font aussi à cet effet-là, là. J'adore que vous parlez que la sécurité maritime ne bouillit pas l'océan. En fait, c'est sur la thème. Vous avez une maîtrise en administration publique et pas une formation de technologie, vu que vous soyez pas mal technologique, là, mais est-ce que vous trouvez que votre background en administration publique, ça vous a aidé ou nuit à votre travail? Moi, je pense que ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup, comme je vous dis, maintenant que les programmes ont une place à la table, dans le développement des solutions numériques, ou technologiques, ben mon expérience, justement sur la revue des processus d'affaires, la gestion du changement, les cours que j'ai faits en gestion axée sur les résultats, tout ça, je les mets à profit. Les cours de gestion de données, d'analyse de données et tout ça qui faisait partie de mon programme de maîtrise à l'école d'administration publique, est un grand avantage pour moi pour aider à bien définir les besoins de l'organisation et de les communiquer à la gestion de IT, là, qui sont responsables du développement des solutions. Donc, à travers des compétences aussi de collaboration, de partenariat, et puis d'être capable de bien décrire et d'élaborer une vision claire, ben, ça aide nos équipes à être vraiment focusées sur les outils à développer et puis que ces outils-là soient développés en fonction des besoins de l'organisation. Donc, c'est j'amène à la table le côté, business, le côté programme qui était peut-être pas aussi présent, je dirais, dans les années passées, heu, dans le développement de solutions. Puis évidemment, mais tout l'aspect de gestion du changement, encore une fois, l'aspect humain, ce qui est souvent mis de côté parce qu'on se dit: «On n'a pas nos budgets sont limités», mais on le met de côté, l'aspect humain, l'accompagnement des utilisateurs et des gens qui doivent subir les changements technologiques. Souvent, on nous met des outils entre les mains, puis «Arrange-toi». Ça devrait être assez intuitif pour que tu sois capable, mais ce n'est pas la réalité. C'est ce qui fait que bien souvent, on a des échecs. Je pense que l'IA va même amplifier ceci de plus en plus parce que ça vous démontre que le problème, c'est jamais la technologie. On peut créer le logiciel dans une semaine, mais si les gens ne l'utilisent pas, ils ne comprennent pas, ils ne changent pas leur manière d'agir, ça ne vous donne rien. Alors, la transformation Tout à humaine fait, deviendra de plus en plus important avec les accélérations de l'IA. tout à fait, tout à fait. Tu peux avoir les meilleurs outils en place, les équipes les IT les plus performantes, l'intelligence artificielle étant maintenant, oui, un outil additionnel à notre trousseau qu'on peut utiliser, mais je veux dire, si les gens comprennent pas pourquoi on fait ça, quels sont les avantages de les utiliser, quels sont les bénéfices à modifier mon processus d'affaires, à l'automatiser. Ah, finalement, ça me donne plus de temps pour faire des tâches qui sont plus orientées vers le service au client ou encore vers de l'analyse plutôt que des tâches administratives répétitives qui grugent de mon temps, qui m'est beaucoup moins significatif pour le service aux Canadiens. Alors, je pense que de cet angle-là, ces avancées sont très importantes et puis significatives. Alors, dernière question, peut-être un peu difficile. Qu'est-ce qui est encore brisé? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? On en a parlé un petit peu, moi, ce qui nous dérange encore un peu, puis ça, c'est même à l'intérieur de notre ministère, on continue c'est beaucoup mieux que c'était, là, cependant, mais on continue quand même à développer les mêmes outils d'un mode de transport à l'autre. Comme exemple, l'outil de gestion de charge de travail au sein en ce moment, ben,
au sein de la sécurité sûreté maritime, on a développé une composante commune qui est réutilisée pour chaque service maritime, mais je peux pas en dire autant au niveau du service de l'aviation civile ou le service des transports ferroviaires. Ils ont développé leurs propres outils de gestion des charges de travail avec des approches différentes. Alors, on aurait intérêt, je pense, dans le contexte de restrictions budgétaires actuelles, de revoir la stratégie, de s'assurer que on réutilise ces outils-là pour l'ensemble des services, parce qu'en bout de ligne, on fait toute la même chose. On fait de l'inspection, on est un agent, on est une organisation qui, comme je l'ai dit, qui élabore puis qui met en place qui met en place des règlements, qui applique la loi. Alors, on inspecte, on émet des certificats, on s'assure que le réglementaire est respecté à travers la gestion d'incidents. Alors, il n'y a pas de raison, ce qui fait qu'on ne pourrait pas utiliser les mêmes outils, mais juste les adapter à chacune de nos réalités. Il faut qu'elles soient assez flexibles, puis qui, en bout de ligne, on aurait vraiment des économies d'échelle, alors des économies de temps. C'est ça, de temps, d'expertise même, Mmh. que vous avez des personnes qui connaissent comment gérer le système, l'améliorer. Oui, c'est vrai que la réflexion, non seulement dans un département, mais parmi le ministère ou parmi plusieurs départements dans le gouvernement, c'est un sujet que je crois demande beaucoup plus d'attention parce que vous avez certainement accompli des grands pas dans la livraison des services autour des frais, mais il semble qu'il y a plein d'autres services ou de logiciels composés qu'on peut livrer pour améliorer la modernisation de la numérique. Oui, tout à fait. C'est sûr aussi que tout l'aspect j'ajouterais peut-être l'aspect financement, la compétition est forte, les besoins sont grands, les budgets sont limités. Alors il faut être, très, vigilant, je dirais et très productif. Alors c'est pour ça, c'est important d'avoir des plans détaillés qui démontrent très précisément chacune des composantes qu'on est en train de développer pour qu'en bout de ligne, il y ait des résultats concrets, qui démontrent des améliorations et puis, au niveau de l'efficience, au niveau de la livraison des services, je dirais. Alors ça, c'est toujours une préoccupation parce qu'à chaque année, je dois retourner à la table ou au comité pour démontrer les progrès, les accomplissements réalisés et de prouver que je mérite que mon projet ou mes initiatives à la sûreté et sécurité maritime puissent continuer d'être financées pour poursuivre, la mise en œuvre de ma stratégie en 3 phases. Mais comme je vous dis, les efforts puis le temps que ça prend pour juste numériser des services internes est tellement sous-estimé. On a tellement hâte d'avoir le portail là qui, tape à l'œil et puis ça, je dois à chaque année retourner puis essayer de convaincre. Tant que j'aurai pas des données fiables, tant que j'aurai pas des systèmes, tant que vos employés, nos employés au sein de Transport Canada seront pas capables de travailler dans un environnement numérique, ben ça vaudra pas la peine soit d'utiliser l'IA, soit d'utiliser, des portails, si moi je suis pas capable de travailler dans un environnement numérique. Alors, c'est un peu ça, faut y aller par étapes. Je sais que vous avez vidé l'édifice des 60 000 dossiers, mais il semble que peut-être vous auriez dû les avoir laissés là pour que vous pouvez accueillir les législateurs pour leur faire regarder. Voici le monde réel dans lequel on travaille, juste pour qu'ils comprennent les défis qui ne sont pas des défis de logiciels, mais qui sont en fait des défis humains. Mais attention, ça, c'était juste un service, hein. Ça, c'était juste un service. Il y en a plein d'autres services qui ont, des dossiers remplis, là. Wow, vous avez d'autres destinations à les accueillir, tu devrais les amener. C'est une bonne idée, un petit field trip de Transport Canada, on va voir ça. Peut-être, ouais. Lucie, merci mille fois. C'est très intéressant et je suis très heureux que vous êtes confiant en parlant de ces défis parce que c'est en parlant des défis qu'on les résout. Et je pense que la communication de les succès, mais aussi les problèmes et ce qu'il nous reste à faire, c'est très important.
Je suis très heureux aussi qu'on a pu faire notre conversation en 2 langues officielles. C'est pas souvent que j'exercise mon français un peu rouillé, mais c'était très généreux de votre part de le faire 2 fois. Alors, merci beaucoup. Ben, merci à vous pour cette belle opportunité. Ça a été un grand plaisir, de participer à cette entrevue. À bientôt. À bientôt. Thanks for joining us on the Functional Government Podcast.